Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. Ah oui. On boit du vin, c'est un fait, mais ça ne veut pas dire qu'on soit un alcoolique complet. Hello, ici Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la poire, le podcast dédié à la nutrition, à vos habitudes alimentaires et à l'actualité de vos assiettes. Dans la poire, c'est votre petit-déj, votre brunch, votre goûter d'informations sur l'alimentation, ce formidable levier d'action pour optimiser votre bien-être, votre forme et votre santé. Mon but, c'est de partager mes connaissances et de vous donner des conseils du quotidien pour redonner du sens à l'acte de manger. Belle écoute, je vous la souhaite savoureuse. Après un dry January, passé quasi sous silence à cause de la situation, le virus dont on ne peut bien sûr prononcer le nom sans qu'on nous rajoute des informations relatives au vaccin qui se greffent sur nos stories Instagram, j'ai décidé de faire un numéro un peu spécial consacré à notre rapport à l'alcool. Alors le lien avec l'alimentation, la convivialité, est quand même très net, très ténu, pour beaucoup d'entre nous, en France en tout cas. Je trouvais intéressant d'interroger quelqu'un de spécialisé en addictologie dont c'est le quotidien, et qui a une façon un peu différente d'appréhender le sujet. Alors on va traverser la France et se rendre en Suisse. Ah, Valais, Suisse vous êtes. Jean-Bernard Deppen est chef du service de médecine des addictions au CHU vaudois de Lausanne. Dans cet épisode, il sera question de notre rapport à l'alcool, des effets de l'alcool sur la santé ou sur nos émotions. Bon, ça, entre deux pros de santé, on ne pouvait pas vraiment faire l'impasse dessus. Des recommandations françaises et ce qu'elles signifient concrètement, mais aussi mieux comprendre comment on peut basculer d'une consommation normale puis régulière à une consommation problématique. Et surtout, comment réagir si un proche semble traverser une situation compliquée. Puis si vous êtes joueur ou joueuse, je vous laisse compter le nombre de fois où Jean-Bernard prononce l'expression « si vous voulez ». Je vous retrouve à la fin de cet épisode. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. D'abord, petite question, première question rituelle à tous les invités de Dans la poire. Quel mangeur êtes-vous ? Quel mangeur je suis. Alors, Ouais. On me dit à la maison que je suis un bon mangeur. Omnivore. Et voilà, Ouais. enfin, j'arrive dans une tranche d'âge où on commence à faire un petit peu attention, On qualitativement et précisera pas la quantitativement. tranche d'âge. Ok. Et puis non, je crois que je suis un gourmand et un bon mangeur. D'ailleurs, moi, j'habite en Suisse romande, il y a de bons restaurants, mais j'aime beaucoup la France et la gastronomie française. J'ai une maison dans le sud de la France, près d'Avignon, où il y a des tas des jolis marchés avec des bons produits, où il y a du très bon vin aussi d'ailleurs, hein, Châteauneuf-du-Pape. Et donc, vous voyez, il s'agit d'aborder les addictions et les psychotropes d'une manière tant à reconnaître en fait les bienfaits, mais les bienfaits aux bonnes doses, et évidemment de se méfier de ces produits qui sont en même temps attractifs mais et dangereux. On va en reparler. Donc, pour résumer, on peut dire aussi que vous êtes un mangeur de gourmand, mais vigilant quand même aussi. C'est ça. Ok. Vu la teneur de l'entretien, d'ailleurs, j'ai envie de vous demander quel buveur êtes-vous, si vous êtes buveur, d'ailleurs. Ah, bien sûr. Oui. Alors, écoutez, j'ai une relation. La Suisse fait partie. C'est marrant. Hein, la Suisse, elle est partagée entre les habitudes de consommation d'alcool du nord et du sud de l'Europe. Le sud de Oui. l'Europe, c'est l'Italie, la France, Très la latin. Suisse romande. Plutôt buveurs de vin. Donc, plutôt des buveurs de vin. La tendance, c'est plutôt à boire souvent et pas trop. Alors pour certains, c'est beaucoup trop, bien entendu. Mais je ferais plutôt partie, vous voyez, d'un mode de consommation assez du sud de l'Europe. C'est-à-dire que je bois pas d'autre alcool que du vin, Mhm. et puis au repas assez fréquemment. J'ai fait une bonne partie de dry January qui s'est arrêté le jour de l'anniversaire de ma compagne, le 18 janvier. Donc, Bah vous voyez, ouais. ça fait Pareil pour le 14 pour moi. c'est ça. Team Voilà. Capricorne, c'est compliqué, hein, ça tombe mal le dry January pour nous. Alors, c'est ça. Mais je pense que c'est important de faire le dry January de temps en temps. Vous voyez, des petits morceaux comme ça, de garder la liberté. Ouais. Et puis, alors, en effet, hein, consommation du sud de l'Europe par rapport à celle du nord, qui est plutôt le week-end massif, plutôt bière que vin. Et puis ça, voilà, ça c'est pas mon mode. Ouais. Mais on le voit aussi beaucoup, on le voit parmi les jeunes, pas mal ici. Ok. Alors Jean-Bernard, vous êtes, comme je le disais en intro, vous êtes chef du service
d'alcoolologie du CHU de... C'est médecine des addictions. Alors, mais vous avez dû voir juste parce que c'était alcoolologie Ouais. et c'est maintenant un service qui s'est réuni. On a réuni l'alcool et les autres drogues. Donc je m'occupe de toutes les addictions. Mais c'est vrai aussi que ma carrière scientifique est focalisée sur l'alcool. Et ma clinique aussi, la plupart de mes patients ont des problèmes de dépendance à l'alcool. Mais j'ai aussi des patients qui ont d'autres addictions. Okay. C'est intéressant aussi d'avoir réuni les deux du point de vue sémantique, on en reparlera. Il me semble que vous êtes aussi un petit peu féru d'histoire, en tout cas que vous lisez des petits trucs de temps en temps. Et je voulais vous demander, est-ce que vous savez à quand remontent nos premières consommations d'alcool en tant qu'espèce humaine? Alors je ne sais pas exactement et c'est vrai que j'aime beaucoup la lecture, mais je suis plus attiré par la philosophie que par l'histoire, parce que et où je trouve voilà aussi des réflexions autour de la relation humaine à l'addiction. Mais pour répondre à votre question, Si c'est-à-dire qu'il y a une attractivité, si vous voulez, de l'humain pour les psychotropes qui est absolument extraordinaire, et je pense pas qu'on puisse dater précisément parce que il semble que, si vous voulez, depuis la nuit des temps, il y a des fruits qui fermentent qu'on a consommés. Puisque la fermentation est un processus naturel, l'accès à l'alcool, en fait, est probablement très ancienne dans l'histoire de l'humanité. Et donc on peut le faire remonter à très très loin. Ça me fait penser à une anecdote, je sais pas si vous avez déjà lu ça, mais en fait les éléphants dans certaines régions d'Asie ont accès rituellement à des fruits qui fermentent sur l'arbre. Et donc une fois par année, les éléphants prennent une cuite. Alors c'est limité par le nombre de fruits et par le nombre de convives. Et j'étais en Inde à un moment donné, j'ai lu un article dans le journal de Calcutta qui disait que justement ces éléphants qui ont l'habitude de consommer rituellement une fois par année, c'est quand le fruit est mûr et fermente sur l'arbre, ont eu accès à un moment donné à une réserve très importante de bière de riz. Et là, ils s'enivrent et ils deviennent complètement fous et ils ont détruit des villages en fait. Au moment, mais c'était il y a une quinzaine d'années, c'est un fait divers en fait, mais ça montre quelque chose d'important, c'est que l'alcool est connu depuis extrêmement longtemps. Pendant très très longtemps, sa consommation, elle est ritualisée parce qu'elle est liée à sa production un peu saisonnière et puis aussi à des réserves d'alcool qui étaient quand même relativement modestes. Et puis donc, on consommait de l'alcool de manière ritualisée plutôt peu. Et puis les choses ont réellement changé. Alors là, historiquement, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit. C'est au moment de, c'est la révolution industrielle. Enfin, c'est-à-dire que à peu près en l'an 1000, vous voyez, jusqu'à l'an 1000, on ne connaît de boissons alcooliques que la fermentation. Donc il y a du vin et de la bière, à peu près jusqu'à l'an 1000. Et puis là, c'est les Arabes, alcool, qui découvrent le principe de la concentration de l'alcool fermenté. Donc on distille. On arrive à la fermentation, elle sature à 18 degrés alcooliques. On peut pas fermenter plus fort en alcool. Et puis alors quand on concentre l'alcool par la distillation, on arrive à des alcools beaucoup plus forts, jusqu'à des concentrations alcooliques c'est 80, mais le whisky c'est 40, etc. Au moment de la révolution industrielle, ce qui se passe, c'est non seulement pour les alcools fermentés, pour le vin, la bière, mais aussi pour les alcools distillés. Puis là, ça a marqué le 19e siècle, c'est qu'on produit alors en quantité absolument illimitée et à des coûts extrêmement faibles. L'alcool, c'est très bon marché à produire. Et là, les pays occidentaux se noient dans l'alcool littéralement. 19e siècle, c'est le début de l'épidémie de la dépendance à l'alcool, avec les désastres qu'on connaît. Et puis c'est aussi là que commence l'alcoolologie, si vous voulez. C'est-à-dire que la nécessité, c'est un problème de santé publique qui survient, puis on sait pas trop comment y faire face. Et puis là, il y a eu toutes sortes de tentatives d'essayer de contrôler ce phénomène. Ouais. Toute référence à la période qu'on vit actuellement serait purement fortuite, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un truc, on arrive, on ne sait pas d'où ça vient, et puis on essaie de contenir le truc. Puis ça explique aussi peut-être les surréactions, en tout cas aux États-Unis, de la prohibition au début des années 20. Je crois que ça fait 100 ans à peu près. Oui, c'est ça, je crois que c'est 6 janvier 1920 qu'il y avait eu la prohibition pour essayer d'un petit peu endiguer ce phénomène. Et juste pour la petite anecdote, effectivement, moi j'avais un chiffre, une source sur
sur le fait que la tolérance à l'alcool serait une adaptation positive à notre évolution, parce qu'il y a 10 millions d'années, il y aurait une mutation qui serait survenue chez l'ancêtre africain des humains et des grands singes, et cette mutation aurait permis de métaboliser l'éthanol 40 fois plus rapidement, et donc c'est arrivé selon les travaux d'un généticien qui s'appelle Matthew Carrigan, ce serait arrivé il y a 10 millions d'années à une époque où les primates ont dû descendre des arbres nourriciers du fait d'un assèchement climatique et d'une raréfaction des fruits, et du coup ils se sont contentés de consommer des fruits tombés au sol et qui étaient bien souvent fermentés. Donc c'était un petit peu une découverte un peu quasi fortuite à l'époque en tout cas. C'est très intéressant et ça montre d'ailleurs, si vous voulez, la question de la tolérance à l'alcool est déterminante par rapport à la dépendance à l'alcool. Pour vous donner un exemple de cela, hein, ce que vous laissez entendre hein, par ce travail que je connais ça, vous avez dit Mathieu Carrigan, c'est ça? Matthew Carrigan du Santa Fe College. Ouais. Ouais. Je chercherai ça, la référence. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on est extrêmement, enfin, si vous voulez, la tolérance qu'on a à l'alcool est extrêmement variable dans la population. Vous avez à peu près 10% de la population asiatique qui tolère très mal parce qu'ils digèrent pas l'éthanol, hein, ils dégradent pas l'acétaldéhyde et quel premier produit de dégradation de l'alcool et du coup ils boivent peu et ils tombent malades. Et ça, c'est une caractéristique de non-tolérance à l'alcool qui protège très efficacement de l'alcoolisme. Il y a à peu près un tiers de la population asiatique qui est hétérozygote hein, sur cette enzyme, puis du coup qui tolèrent pas très bien, donc qui boivent moins. Et puis, malheureusement, quand on a un parent qui est avec l'épigénétique, hein, les transformations des gènes au cours de la vie, ben quand on a un parent qui était dépendant de l'alcool, il a pu transformer, si vous voulez, sa tolérance à l'alcool et il a pu le transmettre à ses descendants. Et les enfants de personnes qui ont une dépendance à l'alcool ont une tendance forte à être très tolérants à l'alcool. Et quand on est tolérant biologiquement, hein, de manière acquise à la naissance, quand on est tolérant à l'alcool, et ben quand on commence à consommer de l'alcool, ben ça nous fait pas grand-chose. Une bière, 2 bières, nous on voit très bien ça aux urgences le week-end. Il faut des doses plus importantes. Bah, c'est ça. Il faut plus pour sentir et puis du coup, plus on consomme jeune et vous voyez le fait qu'il faille beaucoup d'alcool pour avoir les effets positifs de l'alcool, c'est un très fort prédicteur du fait d'être dépendant de l'alcool. Une personne sur 2 qui a cette caractéristique génétique deviendra dépendant de l'alcool. Et donc, vous voyez, on est très inégaux face aux risques liés à l'alcool, et en particulier à cause de ce que vous disiez, c'est-à-dire que cette question de cette génétique en fait qui a été acquise comme ça progressivement. Alors même si on n'en boit pas toutes et tous de l'alcool, qu'est-ce qui fait que nous, humains, nous buvons de l'alcool ? Alors oui, c'est. Vous avez 4 heures. C'est ça. C'est une excellente question et pas si facile à répondre. Mais il y a des, si vous voulez, il y a des réponses simples à cette question, puis il y a des réponses plus complexes. Mais on peut évoquer quelques pistes. Une, c'est on boit parce que ça fait du bien. On boit de l'alcool parce que ça fait du bien. C'est l'alcool, c'est un anxiolytique qui a un effet très rapide et cet effet anxiolytique, il est agréable. Quiconque a déjà bu un verre ou 2 de vin dans sa vie reconnaît en fait ces effets positifs. Et puis avec c'est aussi un nutriment qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de la culture, de la gastronomie, du partage, de la tradition. Et puis alors il y a ce côté, si vous voulez, alors là quand on creuse un tout petit peu, c'est que il y a un petit peu un côté désinhibant en fait à l'alcool, hein. On se rapproche plus facilement de l'autre, et puis on voit très bien hein, quand on est plus jeune comme ça, et puis qu'on va à la discothèque. La discothèque, c'est un endroit un peu difficile, hein. Ça peut être un endroit de souffrance parce que on aimerait bien se rapprocher d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, et puis on n'ose pas trop. Alors heureusement, la musique est forte, donc on se rapproche un petit peu plus, et puis c'est sombre, donc on peut se rapprocher un petit peu plus. Mais pour certaines personnes qui ont eu des traumatismes infantiles, pour ceux pour qui, si vous voulez, le lien, c'est plus compliqué d'approcher. La capacité de rentrer dans une relation amoureuse est très difficile. Alors pour ceux-là, l'alcool aide énormément.
C'est-à-dire que les premières expériences avec l'alcool à l'adolescente, elles peuvent être extraordinairement aidantes pour rentrer en relation avec les autres. Pour ceux pour qui ce lien, comme ça, par exemple, le lien amoureux est si difficile à tisser, eh bien, l'alcool aide énormément. Et malheureusement, c'est là que les choses se jouent, c'est que, quand ça a été si bien que ça, les premières fois, on a tendance à y retourner. Et quand la relation amoureuse n'est possible que avec ce type avec une médiation, si vous voulez, de l'effet de l'alcool, eh bien, alors on y retourne. Donc, pourquoi est-ce qu'on boit, pourquoi est-ce qu'on a tendance à boire? Les humains adorent les psychotropes, on adore se brouiller l'esprit. C'est pas si facile d'être dans la tête d'un homo sapiens, on se pose des tas de questions existentielles compliquées et on a beaucoup d'angoisse, on a beaucoup de doutes, et puis du coup, l'alcool, l'alcool nous soulage, est anxiolytique, nous permet d'être un petit peu, donne des meilleures relations avec les autres, en tout cas à petite dose, et puis et du coup, on a plein de raisons en fait de bien aimer l'alcool. Du coup, effectivement, c'est une substance psychotrope, donc qui modifie un peu notre état de conscience naturel. Est-ce que ce serait aussi parce que le réel est un petit peu compliqué à vivre, surtout en ce moment, j'ai envie de vous dire? C'est ça. C'est un moyen d'anesthésier les émotions désagréables. Absolument, absolument. Vous voyez, les psychotropes, l'alcool, les autres psychotropes ont des mécanismes spécifiques, chaque drogue, mais ils ont aussi des mécanismes communs. Et un des mécanismes communs, c'est d'aller, si vous voulez, stimuler le système de la récompense. Le système de la récompense, c'est partie du cerveau très ancienne dans le développement des espèces, très profonde dans le cerveau. Et puis, elle a une fonction très simple, c'est que pour s'assurer que les espèces se reproduisent, eh bien, il faut la nature a bien fait les choses de telle façon à ce que quand on mange, on éprouve du plaisir. Quand on a des rapports sexuels, on éprouve du plaisir. Donc, quand on a des comportements qui font perpétuer les espèces, on a du plaisir. Et les psychotropes, si vous voulez, ils piratent ce système-là, et ils le surstimulent. C'est-à-dire que l'humanité a trouvé le moyen d'aller stimuler davantage et aller chercher davantage ce bien-être et cette récompense apportée par le système de la récompense. Comme vous suggériez, c'est une réponse au fait que être un humain, c'est avoir un gros cerveau qui a des capacités qui sont quand même assez uniques dans les espèces animales, celle de se projeter dans l'avenir, celle de savoir qu'on va mourir, celle de se sentir en danger, voyez, la capacité qu'on a de pouvoir se projeter dans l'avenir, elle est en même temps extraordinairement fertile de notre créativité, de notre intelligence, mais elle se paye aussi par beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, et puis on a cette tendance à vouloir se soulager de cette façon-là. Est-ce qu'on pourrait rappeler brièvement les différents types d'effets que l'alcool a sur la santé, j'ai envie de dire physique et psychique aussi Tout à fait. Ça bouche les artères, mais après ça... Volontiers. Ouais, l'alcool. Souvent, quand on enseigne aux étudiants en médecine, on peut leur dire, dans le fond, l'alcool a des effets néfastes de la tête aux pieds. Et si on prend le corps humain et on voit que l'alcool potentiellement est néfaste pour la santé et dans les différents systèmes. Et puis, alors évidemment, il y a des choses qui sont très connues et courantes, mais qui sont très préoccupantes. C'est l'effet de l'alcool sur le foie. Ouais. L'alcool, ça fait une stéatose hépatique qui est une pré-cirrhose, ça fait une cirrhose, et puis dans un certain nombre de cas de cirrhose, ça fait la stéatose hépatique, c'est le foie gras. La cirrhose, c'est un foie qui est d'abord il est gras et jaune comme un bon foie gras du Périgord, et puis ensuite il devient couleur brique et dur comme du bois. Et là, ça correspond à la mort cellulaire. Et puis, dans un certain nombre de cas, c'est aussi un stade qui précède un cancer du foie. Une des préoccupations de l'alcool, qui est alors en général à bonne dose et pendant des années, c'est les maladies du foie. Mais l'alcool est un cancérigène avéré. L'alcool fait des cancers de la bouche, de l'œsophage, des voies digestives supérieures, cancer de l'œsophage, souvent en lien avec la cigarette, cancer de la bouche, cancer de la langue. Et puis l'alcool fait des dégâts sur le système nerveux. Troubles de l'humeur, en fait, mémoire. Alors puis si vous voulez, alors il y a deux choses. Il y a l'effet de l'alcool sur le système nerveux périphérique, ça fait des polyneuropathies périphériques. L'alcool, entre guillemets, c'est l'expression, bouffe les nerfs périphériques, donc on perd la sensibilité.
des pieds progressivement, ça fait des brûlures et une perte de sensibilité. Moi, j'ai vu des gens qui étaient plus capables de marcher parce que à cause des effets de l'alcool, ça fait des effets sur le cervelet, donc sur le système de l'équilibre. C'est pour ça que des personnes dépendantes de l'alcool grave, elles ont du mal à marcher. Et puis alors, ça fait des effets plutôt justement dans la sphère neuropsychologique. Les gens qui passent leur journée à boire ont un apport, vous le savez bien, comme nutricien, 7 kilocalories par gramme d'alcool ingéré. Ouais. Alors, c'est ce qu'on appelle des calories vides, parce qu'il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas d'acide amine, de protéines, de glucides, de lipides, effectivement. C'est ça. C'est des calories vides, et de ce point de vue-là, nous, on a des patients qui consacrent pratiquement tout leur argent à l'alcool et qui donc ont un apport calorique suffisant, mais ils n'ont pas tout le reste dont on a besoin. Et du coup, ils développent notamment des carences vitaminiques, notamment des carences en vitamine B1, en thiamine. Et puis ça fait ce qu'on appelle le syndrome de Gaillet-Wernicke dans la phase aiguë, et puis dans la phase chronique qui donne ce qu'on appelle une psychose de Korsakoff. Ça veut dire une démence alcoolique avec des troubles de la mémoire. C'est des gens qui ne se souviennent de plus rien. En fait, ils se souviennent ils ont des souvenirs du passé lointain. Et le premier syndrome, c'est quoi, Gallier, vous m'avez dit? C'est Gaillet-Wernicke. C'est la carence aiguë en vitamine B1 et c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et puis ça se manifeste. C'est un syndrome neurologique aigu avec une paralysie une paralysie oculomotrice, de la confusion. C'est les yeux c'est les mouvements des yeux qui sont paralysés. Et puis des troubles de l'équilibre. Et puis si on le traite pas par des grosses doses de vitamine B1, ça fait un syndrome de Korsakoff. Et là, alors c'est quand on a vu une personne comme ça dans sa vie une fois, on s'en souvient toujours parce que c'est extraordinaire. C'est des gens à qui vous demandez qui est le président de la République française et ils répondront Charles de Gaulle. Si c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu la mémoire, ils se souviennent plus rien de ce qui se passe après et c'est un handicap évidemment assez considérable. Donc il y a ça, si vous voulez, il y a tout et puis ça c'est encore des choses qui sont à ce stade-là exceptionnel, mais alors ce qui est aussi plus courant et puis qu'il faut bien noter, c'est que l'alcool déprime. Les patients qui ont une dépendance à l'alcool ont souvent une dépression. Ils sont tristes. On peut expliquer aussi un tout petit peu pourquoi, mais ça c'est très fréquent. Alors, il y a 50% des personnes qui ont une dépendance à l'alcool qui ont un syndrome dépressif et souvent qui est induit par l'alcool. Voilà, l'alcool c'est un dépresseur du système nerveux central. Quand on boit, et puis quand on boit, on est ambivalent. C'est qu'on se dit, ouh là là, je bois trop, il faut que j'arrête de boire, je devrais faire quelque chose. Puis la journée passe et puis la tolérance fait que quand on commence à consommer, on s'arrête plus. Et puis le soir c'est trop. Puis l'alcool est l'ennemi du sommeil. Les gens qui boivent trop dorment très mal. En fait, l'alcool endort, mais ensuite le sommeil ça altère la qualité de sommeil. Ouais. Exactement. Ça diminue le sommeil paradoxal et du coup, c'est ça réveille au milieu de la nuit. Et puis le lendemain matin, il y a des symptômes de sevrage. C'est le manque d'un produit comme l'alcool, qui est un dépresseur du système nerveux central. Ça se traduit par le matin des tremblements, de l'agitation, de l'anxiété. Les gens sont mal, puis se disent ouh là là, j'ai recommencé, j'ai pas fait ce que j'avais dit, j'ai trop bu, je suis déçu de moi, il faut que je fasse quelque chose. Et puis ça, c'est un cycle qui se passe tous les jours. Et tous les jours, les personnes qui sont dépendantes de l'alcool se disent il faudrait que je fasse quelque chose, et elles le font pas. Et puis ça, au bout d'un moment, vous voyez, cette déception récurrente qu'on a à propos de soi-même, eh bien, elle se traduit par des états dépressifs. Et quand les personnes, quand nos patients arrêtent de boire, souvent ils vont leur humeur s'améliore très fortement au cours des semaines qui suivent l'arrêt de l'alcool. Je pourrais vous dire que j'ai des patients qui sont dans le même cas, mais qui ne sont pas dépendants à l'alcool, mais qui ont énormément de pensées jugeantes envers eux-mêmes sur il faudrait que je mange mieux, il faudrait que je mange moins de sucre, et je ne suis pas capable et demain j'arrête et je contrôle mon alimentation. Et du coup, ils sont dans un bricolage de je contrôle, je dérape, je contrôle, je dérape, plutôt que de mettre en place un ensemble de stimuli appétitifs pour essayer d'équilibrer tout ça. Alors malgré tout ce que vous avez dit sur les effets de l'alcool sur la santé, eh bien je crois qu'en France on peut dire qu'on a une culture de l'alcool. L'alcool est une norme. Est-ce que c'est pareil en Suisse déjà ? Oui. Absolument. Je pense qu'on a à peu près le même rapport à l'alcool entre la France et en tout cas la Suisse romande. Et en France, ne pas boire, c'est une anomalie dans le paysage. Ça, c'est la France, quoi. Une bonne bouteille, mais... Il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident. Mais c'est pas pour ça qu'on est alcoolique. C'est pas pour ça qu'on est alcoolique. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un boit pas, c'est pas souvent très bien accueilli en fait ?
Ouais, ça c'est une bonne question aussi. C'est des On se dit phénomènes de qu'il est pas société fun, quoi. complexes, Voilà, quoi. mais comme vous dites, hein, on est dans des pays où la consommation d'alcool, elle est normale et elle est promue. Et elle Ouais. est promue pour des bonnes et des moins bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est qu'on a du plaisir à se retrouver, on a du plaisir à boire un verre et manger ensemble. C'est les repas de famille qui sont accompagnés de ça. On a, on est beaucoup à avoir passé des bons moments, des très bons moments sous l'effet de l'alcool, avec voilà une consommation d'alcool qui est maîtrisée, qui dérape pas. Et voilà, on est aussi très très nombreux à avoir vu dans nos familles des gens pour qui ça se passe moins bien. Mais donc, si vous voulez, il y a un bon côté, c'est-à-dire que l'alcool ça fait du bien et puis c'est le lien social et ça peut être le moins bon côté de la promotion de l'alcool, c'est le fait que c'est une activité, c'est une branche économique très importante qui rapporte beaucoup d'argent à beaucoup de monde, hein, parce que les cafetiers, restaurateurs, les vignerons, puis les alcooliers, et puis plein d'autres en fait gagnent leur vie avec ça. Et eux, évidemment, on les comprend, hein, ils ont tout intérêt à, disons, à minimiser un petit peu les dégâts et puis à faire la promotion du fait que la plupart des consommateurs d'alcool ont pas de dégâts liés à leur consommation mais ce qui est intéressant avec Dry January, j'ai trouvé, mode qui vient d'Angleterre, c'est une espèce de promotion où tout à coup on voit apparaître un phénomène qu'on connaît pas tellement bien. C'est-à-dire que c'est plutôt sympa de pas boire, c'est plutôt sympa de faire des pauses. Et c'est aussi quelque chose qui est un peu trendy comme ça, hein, c'est tendance, les jeunes le font. J'étais étonné d'apprendre que ma fille, alors qu'elle boit assez peu, boire très peu, le fait avec une de ses copines. Et puis alors j'ai des patients qui boivent beaucoup plus, mais qui le font aussi. Et c'est parce que je pense qu'on aime bien. Enfin voilà, il y a quelque chose de positif autour d'expérimenter. Je pense que là où on peut dire que ça marche, c'est qu'il y a une certaine émulation. On était assez étonnés de voir que en Angleterre ça a démarré en 2014 et puis les chiffres, il y a une application, en fait, etc. Les chiffres, on a quelques données. Hein. Il y a un engouement certain. Et puis là, on a vu cette année en Suisse romande, c'est pas tout à fait terminé, mais que il y a eu un petit peu de promotion et en fait beaucoup de gens et visiblement des tranches d'âge très différents avec des niveaux de consommation très différents qui ont trouvé intéressant de faire cette expérience voilà, tester sa liberté par rapport à ce produit pour mieux l'apprécier. Ok, moi je suis un peu curieux parce que j'ai l'impression que cette année c'est un peu passé à la trappe ce Dry January avec l'actualité de la Covid. Mais alors c'est possible, hein, c'est possible. D'ailleurs, il y a eu, alors je sais que, excusez-moi, mais je sais que les chiffres de la Suisse romande sont proportionnellement plus élevés que ceux de la France sur l'engouement du Dry January cette année. Et j'ai trouvé étonnant parce que j'ai participé à la campagne de promotion du Dry January cette année en Suisse. Et en fait, elle a été très fortement contestée par les milieux vignerons et des cafetiers restaurateurs en disant mais en fait, vous êtes des ayatollahs, des hygiénistes, vous vous rendez compte que vous venez dire ça dans la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on les comprend. Hein, c'était un peu malvenu parce que voilà, la branche, on les aime bien les cafetiers restaurateurs, on les aime bien les vignerons, et là ils souffrent beaucoup. Et puis c'était, voilà, je sais pas si ça a eu beaucoup d'impact négatif pour eux, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'amphore. C'est ça, c'est exactement ça. Mmh. Ok, et nous, dans l'Hexagone, on a un bilan annuel de 41 000 morts attribués à la surconsommation d'alcool. Je vais dire surconsommation pour prendre des pincettes. Et avec une belle disparité homme-femme. Hein, c'est à peu près 30 000 hommes, 11 000 femmes. Et on en reparle au mois de janvier. Et puis, on trace le reste de l'année. Alors, on en parle très peu, au fond, peut-être parce qu'il y a un consensus. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'alcool est véritablement une drogue? Et pourquoi les gens minimisent le fait que l'alcool soit une drogue? Alors, c'est très clairement une drogue. Scientifiquement, il y a absolument aucun doute là-dessus. Hein. C'est un psychotrope addictogène et du coup, c'est clairement une drogue. On l'a évoqué, on est ambivalent autour de l'alcool parce que ça fait du bien à beaucoup, ça nourrit pas mal de monde. Hein, c'est un produit commercial aussi. Et puis ça fait des dégâts. Et là, c'est très subtil parce que considérant qu'on est très inégaux face au risque de devenir dépendant de l'alcool, considérant que l'alcool fait des dégâts dans des groupes peut-être particuliers. Alors c'est quand même beaucoup, comme vous dites, hein, c'est 40 000, c'est la même proportion qu'en Suisse, c'est 3 500. Enfin, la Suisse et la France, c'est la population, c'est une échelle de 1 à 10. On a 3 500 morts en Suisse, on avait 40 000. Vous voyez, c'est à peu près même proportion. C'est un lourd tribut, mais c'est, si vous voulez,
en étant un peu cynique, c'est une décision politique, c'est-à-dire qu'on décide politiquement de restreindre l'accès à l'alcool en mettant des taxes, en interdisant aux jeunes de consommer, en faisant des contrôles au bord de la route, mais on le fait à petite dose parce qu'on sait que d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui ont du plaisir à consommer, qui n'ont pas de problème, puis que ça nourrit beaucoup de monde. Et puis du coup, vous voyez, c'est une histoire de curseur. Et donc c'est une histoire politique. Si on voulait avoir une société qui boit pas, vous voyez, en Arabie Saoudite, la consommation d'alcool, elle est beaucoup plus faible qu'en France. Alors la prohibition, c'est pas toujours la bonne solution, c'est même très rarement la bonne solution, parce que voilà, il faut des régimes très autoritaires pour empêcher les gens d'avoir les comportements qu'ils souhaitent, et la prohibition aux États-Unis, c'est un échec cuisant. C'est-à-dire que la société américaine qui a accès à un psychotrope légal comme l'alcool, et puis qui s'est habituée, etc. Et puis là, vous l'interdisez, et puis vous voyez que l'effet, il est fait pas du tout l'effet recherché, c'est-à-dire que il y a une production illicite, ça crée un trafic, et c'est si vous me permettez le parallèle, c'est exactement la même situation qu'on a avec le cannabis, la cocaïne et les autres drogues, c'est-à-dire que l'interdiction, ça marche pas bien, hein, c'est la femme de Ronald Reagan, Nancy Reagan, a lancé ce qu'ils ont appelé la guerre contre la guerre contre les drogues, aux États-Unis. Et puis, on a maintenant reconnu à l'échelon international que la guerre contre les drogues était perdue. C'est-à-dire que la prohibition, si vous voulez, c'est la pénalisation de la consommation des drogues, et l'interdiction de la consommation des drogues a des effets pervers, crée des mafias, défiscalise des revenus absolument monstrueux, touche à la qualité des produits qui circulent, qui sont de mauvaise qualité parce que c'est des produits de contrebande. Et donc là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus, en tout cas dans le monde scientifique, addictologique, très clair autour du fait que la pénalisation de la consommation des psychotropes, c'est pas la bonne voie. Que la bonne voie, c'est la régulation, c'est le contrôle, si vous voulez, par le fait de la régulation du marché où on avertit les gens, on les informe des dangers. Mais l'idée, ce serait plutôt de renoncer en fait à la pénalisation. Voilà, on est au moins à la moitié de cet épisode consacré au rapport que l'on peut avoir avec notre consommation d'alcool. Vous l'avez remarqué, un épisode un peu plus sérieux que d'habitude. Et avant d'aborder la suite, je voulais faire une petite transition. D'une part parce que Jean-Bernard est très généreux et donne plein d'infos, et donc il faut savoir se reposer un peu, se ressourcer. Et d'autre part parce que ce podcast, Dans la poire, c'est ma plateforme de création et d'expression dans laquelle je me sens parfaitement libre. Libre de vous proposer la lecture d'un texte de Marguerite Duras, soulographe parmi les soulographes. Alors le contexte, depuis 1975, alors qu'elle vit seule dans sa maison de Neauphle-le-Château, Marguerite Duras boit beaucoup, jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée en 1980. L'alcool la poursuit et en 1987, elle écrit « La vie matérielle », livre duquel est tiré ce texte. J'ai vécu seule des étés entiers à Neauphle. Les gens venaient au week-end. Pendant la semaine, j'étais seule dans la grande maison. C'est là que l'alcool a pris tout son sens. L'alcool fait résonner la solitude et il finit par faire qu'on la préfère à tout. Boire, ce n'est pas obligatoirement vouloir mourir, non. Mais on ne peut pas boire sans penser qu'on se tue. Vivre avec l'alcool, c'est vivre avec la mort à la portée de la main. Ce qui empêche de se tuer quand on est fou de l'ivresse alcoolique, c'est l'idée qu'une fois mort, on ne boira plus. J'ai commencé à boire aux fêtes, aux réunions politiques, d'abord les verres de vin et puis le whisky. Et puis à 41 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui aimait vraiment l'alcool, qui buvait chaque jour, mais raisonnablement. Très vite, je l'ai dépassé. Ça a duré 10 ans. Jusqu'à la cirrhose, les vomissements de sang. Je me suis arrêtée pendant 10 ans. C'est la première fois. J'ai recommencé et puis j'ai encore arrêté, je ne sais plus pourquoi. Puis j'ai cessé de fumer et je n'ai pu le faire qu'en buvant de nouveau. J'en suis au 3e arrêt. Je n'ai jamais fumé d'opium ni de hache. Je me suis droguée à l'aspirine tous les jours pendant 15 ans. Je ne me suis jamais droguée. Au départ, j'ai bu du whisky, du calvados, ce que j'appelle les alcools fades, de la bière, de la verveine, du velay,
Le pire, dit-on, pour le foie. En dernier, j'ai commencé à boire du vin et je ne me suis jamais arrêtée. Dès que j'ai commencé à boire, je suis devenue une alcoolique. J'ai bu tout de suite comme une alcoolique. J'ai laissé tout le monde derrière moi. J'ai commencé à boire le soir, puis j'ai bu à midi, puis le matin, puis j'ai commencé à boire la nuit, une fois par nuit et puis toutes les 2 heures. Je ne me suis jamais droguée autrement. J'ai toujours su que si je me mettais à l'héroïne, l'escalade serait rapide. J'ai toujours bu avec des hommes. L'alcool reste attaché au souvenir de la violence sexuelle. Il la fait resplendir, il en est indissoluble. Mais en esprit, l'alcool remplace l'événement de la jouissance, mais il ne prend pas sa place. Les obsédés sexuels ne sont pas des alcooliques en général. Les alcooliques, même au niveau du caniveau, ce sont des intellectuels. Le prolétariat, qui est maintenant une classe plus intellectuelle que la classe bourgeoise, de très loin, a une propension pour l'alcool, cela dans le monde entier. Le travail manuel est sans doute de toutes les occupations de l'homme, celle qui le porte le plus droit vers la réflexion, donc vers la boisson. Voyez l'histoire des idées. L'alcool fait parler. C'est la spiritualité jusqu'à la démence de la logique. C'est la raison qui essaie de comprendre jusqu'à la folie pourquoi cette société, pourquoi ce règne de l'injustice et qui conclut toujours par un même désespoir. Un ivrogne est parfois grossier, mais il est rarement obscène. Quelquefois, il est en colère et il tue. Quand on a trop bu, on revient au début du cycle infernal de la vie. On parle du bonheur, on dit qu'il est impossible, mais on sait ce que veut dire ce mot. On manque d'un Dieu. Ce vide qu'on découvre un jour d'adolescence, rien ne peut faire qu'il n'ait jamais eu lieu. L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'homme qui boit est un homme interplanétaire. C'est dans un espace interplanétaire qu'il se meut. C'est là qu'il guette. L'alcool ne console en rien. Il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu. Il ne remplace que le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme. C'est le contraire, l'alcool conforte l'homme dans sa folie. Il le transporte dans les régions souveraines où il est le maître de sa destinée. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature, aucune peinture ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme, l'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait dû croire en Dieu et qui n'y croit plus. L'alcool est stérile. Les paroles de l'homme qui sont dites dans la nuit de l'ivresse s'évanouissent avec elle une fois le jour venu. L'ivresse ne crée rien. Elle ne va pas dans les paroles. Elle obscurcit l'intelligence. Elle la repose. J'ai parlé dans l'alcool. L'illusion est totale. Ce que vous dites, personne ne l'a encore dit. Mais l'alcool ne crée rien qui demeure. C'est le vent. Comme les paroles, j'ai écrit dans l'alcool. J'avais une faculté à tenir l'ivresse sans respect qui me venait sans doute de l'horreur de la saoulographie. Je ne buvais jamais pour être saoul. Je ne buvais jamais vite. Je buvais tout le temps et je n'étais jamais saoul. J'étais retiré du monde, inatteignable, mais pas saoul. Une femme qui boit, c'est comme un animal qui boirait un enfant. L'alcoolisme atteint le scandale avec la femme qui boit. Une femme alcoolique, c'est rare, c'est grave. C'est la nature divine qui est atteinte. Autour de moi, j'ai reconnu ce scandale. De mon temps, pour avoir la force de l'affronter en public, rentrer seule dans un bar la nuit, par exemple, il fallait avoir déjà bu. On dit toujours trop tard aux gens qu'ils boivent trop. Tu bois trop. C'est scandaleux de le dire, dans tous les cas. On ne sait jamais soi-même qu'on est alcoolique. Dans 100% des cas, on reçoit cette nouvelle comme une injure. On dit, si vous me dites ça, c'est que vous m'en voulez. Quant à moi, le mal était déjà très avancé quand on me l'a dit. Nous sommes ici dans un espace perdu de principe.
Jusqu'à un certain degré, on laisse les gens mourir. Je crois que dans la drogue, ce scandale n'existe pas. La drogue sépare complètement l'individu drogué du reste de l'humanité. Elle ne jette pas l'individu à tous les vents. Dans les rues, elle n'en fait pas un vagabond. L'alcool, c'est la rue, l'asile, les autres alcooliques. La drogue, c'est très court. La mort vient très vite. L'aphasie, l'obscurité, les volets fermés, l'immobilité. Rien ne console de ne plus boire. Depuis que je ne bois plus, j'ai de la sympathie pour l'alcoolique que j'étais. J'ai vraiment bu beaucoup. Puis ils sont venus à mon secours, mais là, je raconte mon histoire. Et je ne parle pas de l'alcool. C'est incroyablement simple. Les vrais alcooliques, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. On est là où la souffrance s'est empêchée de faire souffrir. Les clochards ne sont pas malheureux. C'est une bêtise de dire ça. Ils sont ivres du matin au soir, 24 heures sur 24. Ce qu'ils vivent, ils ne pourraient le vivre nulle part ailleurs que dans la rue. Pendant l'hiver 1986-1987, plutôt que de se voir retirer leur litre de rouge à leur arrivée à l'asile de nuit, ils ont préféré risquer la mort, le froid. Tout le monde a cherché pourquoi ils ne voulaient pas aller à l'asile. C'était pour ça. Le plus dur, ce n'est pas les heures de la nuit. Mais évidemment, si on a une insomnie tenace, c'est là que c'est le plus dangereux. Il ne faut pas avoir une goutte d'alcool chez soi. Je fais partie de ces alcooliques qui recommencent à boire à partir d'un seul verre de vin. Je ne sais pas quel nom la médecine nous donne. Ça fonctionne comme une centrale, un corps alcoolique, comme un ensemble de compartiments différents, tous reliés entre eux par la personne tout entière. C'est le cerveau qui est pris en premier. C'est la pensée. Le bonheur par la pensée d'abord et puis le corps. Il est gagné, imbibé peu à peu et porté. C'est le mot « porter ». C'est à partir d'un certain temps qu'on a le choix. Boire jusqu'à l'insensibilité, la perte de l'identité, ou en rester aux prémices du bonheur. Mourir en quelque sorte chaque jour, ou bien encore vivre. Voilà, on va reprendre la discussion avec Jean-Bernard sans transition. J'aimerais qu'on aborde un aspect un tout petit peu plus centré sur l'humain, l'individu. Quand est-ce qu'on peut dire d'une personne que l'usage qu'elle fait de l'alcool est problématique ? Est-ce qu'il y a des critères ? Si vous voulez, il y a des critères, et puis il y a des critères qui sont considérés comme universels parce que ça fait partie de la... Vous savez qu'en médecine, il y a une sorte de bible qui s'appelle la classification internationale des maladies. Ça, c'est la version américaine, le DSM. Mais la STIM, c'est exactement... ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a sa classification. Et puis, dans ces maladies, il y a les maladies psychiatriques. Et puis, là-dedans, il y a les dépendances. Puis, il y a la dépendance à l'alcool. Et puis, en fait, dans la SIM 11, en fait, il y a 11 critères pour... si vous voulez, pour l'alcool, mais pour toutes les drogues, ce qui montre d'ailleurs bien que l'alcool est comme une autre drogue, c'est-à-dire que on ne déclare pas la dépendance sur la base de la consommation d'un produit, mais si vous voulez, plutôt sur un comportement, un ensemble de comportements liés à un produit psychotrope. Et puis, ces 11, on va pas les passer en revue, mais grosso modo, c'est le fait d'être tolérant, c'est le fait d'avoir des symptômes de sevrage, c'est le fait de vouloir réduire mais de ne pas y arriver, c'est le fait de continuer à consommer malgré le fait qu'on a des ennuis, c'est le fait de passer de plus en plus de temps à consommer. Et puis, si vous voulez, il faut, alors vous parliez du DSM, c'est la classification américaine, il faut, voilà, pour être considéré comme dépendant, avoir XX de ces, ça dépend où on fixe si vous voulez le seuil, mais il faut avoir quelques-uns de ces critères pour être considéré comme dépendant. Et ça, c'est la dépendance. Ça, c'est, si vous voulez, cette maladie neurologique qui fait que le cerveau demande sa dose. Maintenant, vous disiez, consommation problématique d'alcool, ça, c'est peut-être moins inclus dans la classification internationale des maladies, mais c'est aussi peut-être plus trivial, c'est que consommation problématique, c'est consommation qui génère des problèmes.
Puis là, il y a toutes sortes d'échelles et de moyens de mesurer. Mais si on revient à l'alcool, une consommation problématique d'alcool, c'est une consommation d'alcool qui pose des problèmes. Et puis là, alors il y en a kyrielles qu'on trouve chez les jeunes. C'est les premiers qu'on rencontre, c'est d'être malade, c'est de tomber, c'est de se bagarrer, c'est d'avoir des rapports sexuels à risque, c'est d'être dans l'espace public et puis de se mettre en danger. Pour les femmes, les jeunes femmes, on voit, c'est d'être victime de violence. Et puis après, c'est en effet, comme vous disiez, c'est d'avoir toutes sortes d'accidents sur le lieu du travail. Il y a la voiture, mais il y a toutes les autres choses. Ça, c'est un facteur de risque par rapport au comportement suicidaire. Et puis ensuite, c'est avoir des ennuis avec la police, puis au travail, puis à l'école, parce qu'on devient moins performant. La liste est longue, des problèmes qu'on peut rencontrer. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une consommation. Et je pense que les signaux d'alerte, ils se situent là. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à avoir des problèmes liés à ma consommation d'alcool, il est temps de se poser des questions. Et alors comment on peut réagir justement quand un proche semble concerné par une consommation problématique ? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs à pas dire ? Ouais, donc comment réagir de manière adaptée à cette situation qu'on a malheureusement presque toutes et tous rencontrée ? Ouais, c'est une question très importante parce que la tendance, quand on a un proche dans sa famille ou des amis qui a un problème d'alcool, on va avoir tendance d'abord par bienveillance à lui donner des conseils. Tu devrais faire un petit peu attention, tu penses pas, etc. Puis ça commence en général assez gentiment comme ça. Et puis si c'est des ados ou comme ça, ou si la personne dit oui, ok, mais j'essaye, je vais faire attention, puis que finalement les problèmes ils se répètent. Alors là, le conjoint commence à perdre un tout petit peu patience et puis il y a des fins de soirée un peu glauques et puis ça peut amener les parents, les conjoints, la famille à devenir un peu plus insistants. Mais enfin, fais quelque chose, mais tu te rends pas compte, mais regarde ce que tu fais subir aux autres. Et puis ça, si vous voulez, ça pose un grand problème, cette attitude-là. Ce qui se passe dans le cerveau, une personne qui est dépendante de l'alcool est là, comme je vous ai dit, c'est un piratage son système de la récompense qui demande sa dose. La personne, quand elle est en manque, elle se sent mal, elle se sent stressée. C'est très évident avec l'héroïne, mais c'est le cas avec l'alcool aussi. Et puis, elle a, si vous voulez, d'un côté, ça c'est une partie du cerveau qui demande sa dose, qui est une partie très archaïque, qui dit c'est celle de la faim et de l'envie, du désir, du sexe, c'est je veux, j'ai envie. Et puis d'un autre côté, à un autre endroit du cerveau, mais c'est tout à fait ailleurs, dans le cortex préfrontal, la personne elle se dit mais oulala, si je continue comme ça, je vais avoir les pires ennuis. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour mon problème. Et donc une caractéristique, si vous voulez, de la dépendance, c'est l'ambivalence. Quand j'ai une addiction, je suis pris entre le fait que j'apprécie et ça me fait du bien de consommer, et puis en même temps, c'est pas vivable, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, je suis pris dans une espèce de lutte à l'intérieur de mon cerveau. Et puis, quand mes proches, pour revenir à votre question, quand les proches commencent à me faire des reproches, alors si vous voulez, ils prennent, si vous voulez, les arguments de mon cortex. Ils disent ce que je sais évidemment très bien, il faut faire quelque chose. Mais si vous voulez, parce que je suis ambivalent, le fait qu'ils insistent, moi, ça me dissuade. Si vous voulez, ils me privent de ma capacité d'inhibition. Ils me prennent ma volonté de me prendre en main. Et puis, alors, du coup, qu'est-ce que doivent faire les proches ? Les proches, ils doivent pas tomber dans ce piège de mettre en scène l'ambivalence entre eux et leurs proches. Ils doivent essayer de dire à la personne, on voit que c'est pas facile, que si tu as besoin d'aide, tu peux venir me parler, n'hésite pas à en parler, mais c'est à toi de décider. Quand on est un proche, il faut renoncer à vouloir convaincre. Il faut être dans le soutien, dans la reconnaissance du problème, mais par contre, il faut écouter la personne, il faut dire notre souffrance. Pour moi, comme père, comme mère, ça m'inquiète beaucoup de te voir dans cet état-là, je me fais beaucoup de soucis pour toi, mais je dois pas te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de décider ce que tu dois faire. Vous voyez, donc c'est plus dans le soutien affectif et surtout le moins possible dans l'éducatif. J'ai eu, avant de vous parler au téléphone, une mère de 80 ans avec sa fille de 58 ans qui a une dépendance à l'alcool et qui la prive de ses cartes de crédit en se disant s'il a pas d'argent, elle va pas consommer. Évidemment, c'est catastrophique comme attitude parce que quand on déteste la privation de liberté, on déteste être dessaisi de notre capacité de décider, puis du coup quand on nous empêche, ça fait l'effet inverse, quoi. Merci, c'est super intéressant. Moi je retiens l'idée de verbaliser ses émotions, de pas tomber dans un discours moralisateur,
dire à la personne qu'on tient à elle, qu'on l'aime, que c'est à elle quand même de continuer le chemin, mais qu'on est là à ses côtés si elle a besoin. Alors on va parler un peu de politique publique maintenant. Les recommandations en France, si on consomme de l'alcool, c'est maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour et des jours dans la semaine sans consommation. Donc en fait les gens pensent que c'est 10 verres par semaine, mais la nuance c'est que les recommandations disent jusqu'à 10 verres par semaine. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations sanitaires ? Ils sont justifiés. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de dépendance à l'alcool, on a parlé de gens qui boivent trop, on a parlé de consommation problématique d'alcool. Et puis ça, vous vous souvenez, on n'a pas évoqué ces limitations. Ces limitations, elles viennent d'études scientifiques qui disent que, à partir de ces 10 verres par semaine, si on regarde sur des grands groupes de population, on se rend compte que les gens qui consomment 10 verres ou plus par semaine, ils ont une mortalité et une morbidité, ils ont plus de maladies et ils décèdent plus souvent que ceux qui boivent moins. Et donc, si vous voulez, c'est complètement épidémiologique. C'est pas du tout de dépendance, on parle d'un facteur de risque. Si je mets pas ma ceinture de sécurité, j'ai plus de chances d'avoir un accident grave de la route que si je la mets. Et donc, c'est une espèce de mesure de à partir de quelle dose commence à y avoir plus de maladies. Mais ce qu'il faut rajouter à ces recommandations, c'est que ce risque, si vous voulez, il est pas linéaire. Il a un comportement qui est plutôt asymptotique, c'est-à-dire que quand on boit un peu plus que ces recommandations, le risque supplémentaire qu'on prend, il est faible. Et puis, il augmente alors beaucoup à partir de 5, 6, 7 verres par jour. Vous voyez, là, la courbe, elle commence à s'accentuer beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, ce risque. Ouais, c'est un peu jusqu'à 10 verres. Et au-delà, vous avez statistiquement plus de risques de développer telle ou telle maladie. Nous, Français, on se dit, 10 verres, ça passe crème, je suis dans les recos, quoi. Ouais, sauf qu'on interprète les recommandations de santé publique pour aller dans un sens qui nous arrange bien, faut le dire. Exactement. Et puis alors ça, c'est, si vous voulez, c'est une consommation à faible risque pour la santé, d'être dans ces recommandations. Mais ce qu'on entend aussi souvent dans le grand public, c'est oh là là, on nous dit qu'à 10 verres, à partir de 10 verres par semaine, on est alcoolique. Et ça, c'est tout à fait faux. C'est pas ça. On ne parle pas de dépendance. Mais et j'ajouterai encore un élément, c'est que vous disiez dans les recommandations françaises qu'on dit 2 jours par semaine sans alcool. Et ça a été rajouté parce que c'est la liberté, c'est s'assurer qu'on n'est pas en train de devenir dépendant. Parce que si on consomme 7 jours sur 7, ça montre qu'on est un petit peu accro quand même. Et du coup, le fait d'avoir un peu 2 jours sans, c'est montrer que quand je choisis de pas boire, j'en suis capable. Ouais, on est d'accord. Est-ce que vous pourriez me dire dans les grandes lignes sur quoi repose prise en charge de l'alcoolodépendance ? On peut dire alcoolodépendance, c'est un terme qui c'est OK pour vous ? Oui, c'est bien de dire alcoolodépendant, c'est mieux que de dire alcoolique, c'est moins stigmatisé. Et c'est vraiment une addiction qui implique l'alcool. Le modèle, si vous voulez, le modèle de prise en charge, c'est peut-être que un principe fort, c'est de considérer que la personne, elle est prise dans un conflit d'ambivalence. Elle est prise constamment dans je consomme, mais je devrais pas. L'aide à la dépendance à l'alcool, c'est de considérer que on a des moyens d'aide, mais ils sont pas hyper puissants. On n'a pas de médicaments très efficaces. On a espéré avoir des médicaments qui aident beaucoup, notamment avec le baclofène en France, mais on a peu d'armes pharmacologiques, si vous voulez, qui luttent contre le phénomène même de l'addiction. C'est plutôt la relation qui soigne. Quand on s'y prend bien avec une personne dépendante de l'alcool, quand on est patient aussi, on arrive à l'accompagner parce qu'on sait qu'elle veut arrêter de boire, elle veut se sortir de son addiction. Et il faut, si vous voulez, la valoriser dans sa capacité de le faire. Il faut l'aider à expérimenter des moments avec moins d'alcool ou avec peu d'alcool. Il faut lui donner, vous voyez, l'accompagner. C'est une sorte d'accompagnement et de valorisation, d'empathie. On cherche les ressources que la personne a, ses capacités de faire des choses, et puis de lutter contre un truc qui est pas facile. C'est pas facile du tout d'arriver à se débarrasser d'une addiction. Et donc c'est un travail. Moi, je suis des patients pendant parfois des années. C'est un travail au long cours, parfois à petite dose, parfois à plus grosse dose, avec des dépendances plus ou moins graves. Ça se fait autour de la relation. Et puis je dirais aussi que parce qu'on a dit que les proches, il fallait pas qu'ils
soit dans la moralisation, et dans la morale et dans l'éducation, mais les proches sont très efficaces s'ils s'y prennent bien. Donc nous, on travaille beaucoup avec les proches pour que les proches aient la bonne attitude et puis qu'ils soient aussi, si vous voulez, des ressources et du soutien dans ce travail. Et je finirai en disant que arriver à bout d'une addiction, on en sort plus fort qu'on y est rentré, on se connaît mieux. C'est une épreuve de la vie, mais la personne qui sort d'une addiction, elle est plus forte. Et puis pour les autres addictions, quand on a des produits de substitution plus efficaces, comme pour les opiacés, la nicotine, on aide aussi avec des produits pharmaceutiques. Moi, j'ai effectué mon stage de fin d'études dans une clinique de soins de suite spécialisée en addicto, et ça me rappelle aussi le film Un dernier pour la route avec François Cluzet. Je me souviens. Aujourd'hui, c'est Hervé qui va faire son récit de vie. Pour tout vous dire, très vite je suis devenu reporter. Puis moi, l'alcool, c'était comme l'aventure, le frisson. J'en avais besoin. Et d'ailleurs, je buvais plus pour être bien, je buvais pour plus être mal. La suite, vous la connaissez. Dépression, perte de mémoire, confusion mentale, agressivité, blackout. Et dedans, en fait, j'ai quand même l'impression que prise en charge fait qu'à la fin, le but, c'est d'être abstinent. Oui. Et ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de devenir abstinent et qu'on ne puisse pas retourner ou découvrir plutôt une consommation modérée en fait de la substance? Si vous voulez, c'est très controversé cette histoire, parce que le film que vous avez vu avec François Cluzet, Le dernier pour la route, c'est l'histoire de Chabalier, qui était à la clinique de la Métairie à Nyon. Je la vois Hervé pratiquement depuis ma fenêtre là au bout du lac. C'est ça, au bout du lac Léman, la clinique de la Métairie, qui travaille sur le modèle Minnesota, qui est le modèle des alcooliques anonymes. Et puis les alcooliques anonymes, alors c'est un mouvement assez extraordinaire. En fait, il faudrait un moment pour en parler. Je vous conseille le livre de Joseph Kessel, chez les alcooliques anonymes, qui raconte un peu comment ça s'est développé aux États-Unis. Il y a, si vous voulez, beaucoup de bonnes choses, et notamment la fraternité, l'amitié qui aide beaucoup les alcooliques anonymes. Mais les alcooliques anonymes, en effet, ont une conviction, c'est que lorsqu'on est alcoolique un jour, on l'est toujours, et que la seule solution, c'est l'abstinence, et que s'il y a rupture d'abstinence, c'est la rechute gravissime. Et ça, c'est peut-être le seul endroit où je suis pas tout à fait d'accord avec. Mais peut-être dans les années 20 ou 30, quand ça a démarré, on n'avait pas la vision et les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Il y avait une espèce, avec les alcooliques anonymes, une espèce d'autoprophétie de dire, si tu bois une goutte, t'es foutu. Et en fait, c'est vrai que moi je vois que chez les personnes avec une dépendance à l'alcool qui sont dans le mouvement des alcooliques anonymes, quand ils rechutent, ils ont tendance à rechuter gravement. Alors que nous, on est dans une perspective un peu différente où, dans le fond, on part du principe que l'addiction, c'est une problématique en effet de maladie chronique, mais dont on arrive à se sortir, et puis qui passe par des périodes de reconsommation. Et parmi mes patients, il y en a quand même un très grand nombre qui, si vous voulez, sont dans une consommation contrôlée ou qui sont passés par une période d'abstinence, parfois assez longue, et puis qui sont dans des reconsommations où leur vie, si vous voulez, est plus du tout ce qu'elle était avant. Ils ont réussi, si vous voulez, plus équilibré, plus appétitif. C'est ça. Mais avec tout un travail, ça a été toute une affaire souvent. Mais le dogme de l'abstinence, si vous voulez, ça aide pas, parce que le dogme de l'abstinence, c'est pour toujours. Et comment est-ce que c'est un peu déprimant de se dire pour toujours, parce que, et puis d'ailleurs on n'en est pas capable, parce que c'est un peu comme si on prenait perpète. C'est ça. Puis qui est capable de dire que pour toujours, jusqu'à la fin de mes jours, je vais faire ça? On n'en sait rien. Je crois qu'il faut prendre les choses. Vous voulez dire que l'humain serait une espèce capable d'évoluer? Oui. Truc de fou. Je taquine, mais on peut être capable de changer quand même. C'est ça, non, puis d'être assez prudent par rapport à ce qu'on peut dire sur ce qu'on peut devenir, voyez, de rester dans un rapport un peu comme ça au présent, ou dire qu'on va faire ça jusqu'à la fin de sa vie, c'est se donner un pouvoir qu'on n'a pas. Il faut être plus prudent que ça, et puis peut-être on va y aller tranquillement. Et moi, dans les discussions que j'ai avec mes patients, si vous voulez, j'essaie d'éviter cette discussion autour de l'abstinence à vie, parce que ça leur fait peur. Pourquoi ça leur fait peur? Parce qu'ils sont dépendants de l'alcool, et puis ils ont une partie de leur cerveau qui dit j'ai envie. Puis quand là il s'agit de mettre dans un cerveau qui a des moments où il se dit j'ai envie, plus jamais, alors évidemment c'est très déprimant, et ça les aide pas, quoi. Ouais, ça les aide pas à en sortir, effectivement. Puis ça part peut-être du postulat que c'est vraiment le produit qui crée l'addiction. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tourlière.
Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. Et vous, du coup, au CHU Lausanne, vous traitez différentes formes d'addiction, dont les drogues dures. De ce que j'ai lu, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit aussi vrai que ça. Et peut-être vous pouvez nous parler de l'expérience de ce chercheur canadien qui s'appelle Bruce Alexander, le Rat Park. Et en effet, c'est une recherche qui a été faite déjà et qui remonte à une quarantaine d'années. On avait appris, des chercheurs, des biologistes ont appris, si vous voulez, à créer des modèles animaux d'addiction. C'est-à-dire qu'on rend un rat ou une souris dépendant de la cocaïne, de la morphine ou d'autres drogues. Et Bruce Alexander a rendu des rats dépendants de la morphine. Et les rats, ils étaient dans des petites cages. Et puis chaque jour, on leur donnait à la place de l'eau qu'ils recevaient habituellement ou de l'eau sucrée, on rajoutait des doses croissantes de morphine. Ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on avait déjà observé beaucoup, c'est que, en fait, les rats devenaient dépendants et puis pour avoir leur petite dose, avec leurs petites pattes, ils appuyaient sur un levier puis ils recevaient une petite dose. Puis on voit qu'ils appuient de plus en plus souvent, qu'ils en prennent de plus en plus et jusqu'à en mourir. En fait, comme si l'accrochage chimique chez un animal qui n'a pas un aussi gros cerveau que nous, comme si l'accrochage chimique leur empêchait de dire « Ouh là là, il faut que t'arrêtes parce que ça va mal se passer ». Et puis alors Bruce Alexander a une idée qui était assez révolutionnaire, c'était de dire dans le fond, peut-être que le problème c'est la cage. Et j'ai un ami chercheur de neurosciences ici à Lausanne qui me dit « Mais oui, les rats, ils s'emmerdent dans leur cage. Vous voyez, ils sont dans des cages de 10 cm sur 20 cm. » Et Bruce Alexander, il a fait des cages très grandes, avec des jeux, avec des roues, avec des copains, avec du sexe, avec de la nourriture à profusion. Et il a observé que les rats se désintéressent beaucoup de la morphine, pas complètement, mais ils se désintéressent beaucoup. Et puis ceux qui n'ont pas d'addiction à la morphine, si vous voulez, ont beaucoup moins tendance à développer des dépendances. Et là, c'était le fait, si vous voulez, c'est ce constat qui est très fort sur le plan clinique, c'est de dire, tu veux qu'ils fassent d'autres, quoi. Pour sortir d'une dépendance, il faut, vous voyez, on a ce piratage du système de la récompense. Il faut avoir un cortex. Donc notre capacité de dire non, il faut qu'il soit bien musclé. Et puis pour dire non, je vais plus consommer d'alcool, non, je vais plus consommer de drogue, il faut avoir des bonnes raisons. Il faut avoir de l'énergie et des bonnes raisons. Et puis si j'habite dans un petit appartement glauque, que je travaille pas, que j'ai pas d'amis, que ma vie est triste à mourir, j'ai peu de motivation, si vous voulez, à me sortir de mon addiction. Et donc transposer à l'humain cette expérience, elle nous dit que souvent le problème c'est la cage et que nos patients souvent la cage est moche et que il faut les aider aussi à améliorer leur cage. Alors c'est pas que la cage bien sûr, hein, c'est pas le problème. On peut pas dire de ce que je viens de présenter que le problème de l'addiction c'est l'environnement, ce serait faux parce que l'accrochage chimique, l'addiction au niveau du cerveau, elle est vraie aussi. Mais il faut comprendre que c'est la coexistence des deux, c'est-à-dire que c'est un système de la récompense, une partie du cerveau qui est piratée par des drogues, et puis une autre partie, le cortex préfrontal, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, qui nous permet de dire non, je ne dois pas le faire. Et puis c'est un peu la lutte entre ces deux parties. Puis pour vaincre une addiction, si on veut bien, il faut avoir un cortex bien musclé. Et c'est ce qu'on essaye d'aider. C'est dans ce sens-là qu'on essaie d'aider nos patients, hein, qui aient des bonnes raisons, si vous voulez, des bonnes raisons et la force et l'énergie pour lutter contre leur addiction. Ouais, ça me parle tout à fait. Et pour celles et ceux qui sont un petit peu coincés, qui disent ouais mais vous comprenez, qui parlent beaucoup de leurs problèmes, ouais mais vous comprenez, quand je termine à 18h et tout, je rentre, puis j'ai envie de manger du chocolat, puis je mange des chips et tout, puis ils sont focales sur le problème, sur ce qu'ils font. Et moi ce que je fais, c'est que plutôt que parler du problème, je regarde un petit peu, j'essaie d'ouvrir un petit peu la focale, de leur faire redresser les épaules et regarder, mais en fait à la place plutôt de retirer le problème et de se focus sur le problème, on va aussi essayer de rajouter d'autres stimuli qui soient également appétitifs. Et là on va voir que la personne pourra petit à petit réélargir sa focale, justement. Parfois on est trop focalisé sur le problème et on voit pas que il y a peut-être d'autres choses qui pourraient nous aider. C'est ça. Intéressant, merci. Je vous en prie. J'ai juste une dernière question, je vois que l'heure tourne, sur la question du vin. Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture si on veut. Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin. Est-ce que le vin, c'est de l'alcool? Oui. Voyez, hein, c'est...
Vous n'avez pas hésité longtemps. Bah, c'est sûr que oui. C'est bah voilà. Enfin, puis chacun le sait. Hein, c'est un produit de fermentation du raisin avec des degrés alcooliques qui varient entre 12 et 15. Et puis voilà, qui a beaucoup d'attrait, mais qui est clairement un produit alcoolique. Et l'alcool, comme je vous l'ai dit, hein, c'est addictogène et cancérigène. Et donc, c'est en même temps intéressant et dangereux. Et du coup, il faut savoir surfer sur le fil de bien gérer en même temps les aspects attractifs et d'éviter le trop qui se paye très cher. Je vous en parlais pour deux raisons. D'abord parce que en France ou même dans d'autres pays, effectivement, on a plutôt tendance à se dire que qu'est-ce que tu bois comme alcool ? Je bois ça, mais bon, ça c'est en plus du vin, etc. Donc on fait vraiment quand même dans notre tête un peu le distinguo entre vin et alcool. Parce que le vin est quand même une boisson qui est à partir du jus de raisin et tout, sort qu'il y a un travail de l'homme, de la terre, de tout ça. Donc on fait un espèce de petit mix identito-culturel qui fait que ça a une place un petit peu particulière. Et au fait que parfois, il y a des ministres de l'agriculture qui disent que, il y a quelques années, qui disaient que le vin, c'est pas un alcool comme un autre et qu'il n'avait pas vu de jeunes se saouler au vin, mais plutôt aux alcools forts, etc., dans les boîtes de nuit. Donc là, c'est sûr qu'on est quand même dans des... Bon. Non, ça c'est si vous voulez, ça c'est évidemment c'est des conflits d'intérêts là qui se jouent, mais bon, bien sûr. Discours pas tout à fait responsable. Ouais. C'est ça. Il fait son job. Et puis aussi parce que du point de vue de la santé, justement, il y a certaines études qui sont interprétées par le fait que dans le vin rouge, il y a des tanins. Dans les tanins, il y a des antioxydants, dont le resveratrol, qui pourrait avoir des effets potentiellement cardioprotecteurs, etc. Sauf que, en gros, on se donne un peu bonne conscience en consommant du vin régulièrement. Ouais, alors puis, que ces études, je termine juste, ces études sont faites avec souvent de l'extrait de resveratrol et qu'il faudrait en fait consommer plusieurs verres, voire plusieurs litres de vin pour avoir les bénéfices escomptés de ce fameux antioxydant qui est contenu dans les tanins, et ça serait complètement défavorable au regard des quantités d'alcool ingurgitées, quoi. Ouais. Il y a par rapport à parce que vous ouvrez en fait un chapitre, mais c'est vrai qu'il faut qu'on s'arrête. Mais si vous voulez, il y a eu cette idée du French Paradox et puis des petites quantités de vin qui auraient un effet protecteur sur la santé par le mécanisme que vous évoquez et d'autres encore, par le fait que ça augmente le HDL, le bon cholestérol, que ça diminue l'agrégation plaquettaire. Mais alors, il y a, si vous voulez, des publications récentes qui ont tendance à montrer que cet effet, il est inexistant et que, si vous voulez, qu'il cache quelque chose d'autre. C'est que vous voyez, on a dans toutes ces études qui sont des études de cohorte, souvent américaines, montré que les gens qui boivent 1 ou 2 verres de vin par jour sont ceux qui ont la meilleure espérance de vie et qui vivent plus longtemps et qui ont moins de maladies que ceux qui boivent moins que ça, ceux qui sont abstinents. Et puis en fait, cette histoire, elle cache vraisemblablement le fait que les gens qui boivent 1 ou 2 verres de vin par jour sont ceux qui sont aussi dans le milieu socio-économique le plus favorisé, notamment aux États-Unis, et que on a dans ces études, on n'a pas suffisamment corrigé, si vous voulez, pour cet effet-là, parce que c'est vrai que d'être riche, de manger des petites graines et de faire de la course à pied, ça protège beaucoup. Si vous voulez, c'est un facteur qui protège beaucoup la santé. Et ça a été démontré dans des études, alors assez complexes du point de vue méthodologique, mais là, en fait, si vous voulez, on en est arrivé ces 2 dernières années à remettre en doute cette explication. Et vous verrez peut-être que dans les nouvelles recommandations en France, on a tendance à considérer que toute consommation d'alcool est potentiellement dangereuse pour la santé et que si on consomme, l'idée, c'est de consommer modérément pour si vous voulez, pour que ce risque soit le plus faible possible. Et, voilà, j'ai participé à une expertise de l'INSERM qui sort actuellement en France et qui va dans ce sens-là. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message
pour les auditeurs et auditrices de Dans la poire à propos de l'alcool, la consommation d'alcool raisonnée? Ouais, je pense que le message, c'est par rapport à soi, c'est d'essayer d'être dans un rapport le plus harmonieux possible et réfléchi dans la relation qu'on a avec l'alcool. Et puis, je dirais que si on est alors confronté à des proches ou à des amis ou à des proches qui sont en difficulté, de résister à tout prix à des attitudes confrontantes, éducatives, pour essayer d'aller vers une aide qui est, en même temps, c'est comme je l'ai dit, on a besoin de ses proches quand on est pris dans une histoire d'addiction, mais on n'a pas besoin on a besoin plus, si vous voulez, plus de tendresse et d'amour que de contrôle et de morale. Voilà pour le message de la fin. C'est noté. Merci Jean-Bernard. Et je vous dis à la vôtre. Alors dans cet épisode, j'ai été plus journaliste que diététicien, mais c'était pas exactement mon domaine de compétence et j'ai aimé l'approche lucide de Jean-Bernard à propos de la consommation d'alcool, tout en restant très centré sur l'humain quant aux moyens d'en sortir ou d'avoir une relation plus satisfaisante avec ce qu'il faut bien appeler un produit. C'était un épisode important, surtout en ce moment où notre consommation d'alcool peut déraper selon les nouvelles et l'évolution de la situation. Ça me tenait aussi à cœur de rappeler quelques fondamentaux, même si je suis amateur de vin rouge, et ce qui ne vous empêche pas non plus de boire de l'alcool pour la raison qui vous appartient, mais j'espère vous avoir sensibilisé d'une manière peut-être plus douce, plus adaptée à cette problématique. Avant de vous laisser sur Apple Podcast mettre 5 étoiles et un petit mot doux, je voulais aussi vous signaler l'ouvrage que je viens de recevoir qui s'appelle « L'alcool expliqué » de William Porter, qui est un livre très informatif sur les effets de l'alcool, et je dirais qui peut vous aider à mieux comprendre ce qu'un proche peut traverser lorsqu'il est confronté à une consommation d'alcool problématique. Je me permets de vous lire un passage de la conclusion. En fait, la principale question que nous devons vraiment nous poser est « Pourquoi buvons-nous ? En tirons-nous plus d'avantages que d'inconvénients ? En fait, est-ce qu'on en retire quelque chose ? Si la réponse est non, alors il faut arrêter. Le problème est que le sentiment d'insécurité et d'anxiété causé par la consommation d'alcool survient quelque temps après la consommation elle-même. Et en fait, l'effet secondaire immédiat de cette consommation est que ce sentiment diminue légèrement. Ainsi, chaque fois que nous buvons un verre, nous associons celui-ci à l'élimination temporaire du sentiment d'anxiété et nous sommes amenés à penser que le verre est en réalité un ami plutôt qu'un ennemi. En fait, chaque boisson que vous prenez dans votre vie renforce la leçon erronée dans votre esprit conscient et subconscient, de sorte qu'en quelques jours, semaines, mois et années, vous devenez de plus en plus dépendant à l'alcool. Vous êtes de plus en plus disposé à boire davantage plutôt que moins. Et à chaque fois que vous rencontrez du stress ou un malheur dans votre vie, vous pensez qu'un verre vous aidera, qu'il éliminera ce sentiment de vide et d'insécurité, et le fait est qu'il le fera, mais seulement temporairement. Alors, ce sentiment reviendra, plus fort qu'avant, et la seule chose qui vous en débarrassera, c'est un autre verre. Voilà, c'est vraiment la fin de cet épisode. Peut-être que ces propos résonneront en vous, vous écrivez résonneront comme vous voulez. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Dans la Poire Express. Bon appétit de vivre! Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la Poire, c'est de le partager. Vous l'écoutez sur une appli de podcast, commentez, posez-moi des questions, proposez-moi des thématiques, comme ça j'apprendrai à mieux vous connaître. Si vous êtes sur Audible, Spotify ou Deezer, c'est top, partagez les bonnes ondes à vos proches. Si vous l'écoutez sur Apple Podcast, mettez-moi 5 étoiles, je sais que ça vous demande un tout petit effort, mais ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite de l'aventure. D'ici là, restons en contact. Sur le blog charlesbrumeau.com, sur Instagram @charlesbrumeau, où vous trouverez un lien pour me rejoindre pour une consultation en visio. Merci de votre écoute, de votre attention, de votre temps. Mettez-les au service de votre alimentation.